Député. Merci, Madame la Présidente. Mon Dieu, je ne m'attendais pas à tel accueil de la part de nos collègues conservateurs. Salutations. Écoutez, on est là donc en ce moment pour débattre d'une motion présentée par le député de... Oui, c'est triste, il nous quitte. Mais... On ne vous attendait plus. Donc, je vous dirais que on est là pour débattre donc de cette motion, de cette proposition qui, me semble-t-il, met le doigt quand même sur quelque chose, hein, qui est le fait que, au final, les parlementaires, on devrait avoir des droits. Quand on adopte quelque chose, quand on adopte une motion, ça devrait ne pas tomber tout simplement dans l'oubli, comme si tout simplement ça n'avait été qu'un grand spectacle, ça n'avait été qu'un grand cirque, et puis qu'ensuite, c'est pas bien grave, regardez, c'est pas bien grave, après ça, le vote a été fait, mais après ça, ça nous importe peu. On n'arrête pas de nous vanter le parlementarisme, nous dit-on. Le parlementarisme canadien qui est d'origine britannique, le parlementarisme britannique, où on nous dit que le Parlement a tous les pouvoirs, que c'est l'instance suprême, que le pouvoir législatif fait tout, que le gouvernement est responsable devant lui. C'est ce qu'on n'arrête pas de nous vanter. Pourtant, au final, on voit que les votes de ce Parlement tombent dans l'oubli, qui ne servent au final à rien. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est comme ça, ce parlementarisme dont on nous vante tant les vertus, c'est comme ça qu'il s'articule? Mais regardez, on nous dit aussi qu'on est en monarchie parlementaire, et je pense qu'on parle plus de monarchie ici que de parlementarisme. Parce que le pouvoir législatif, quand on vote une motion, apparemment, ça ne donne rien d'autre que du symbolique, comme on le voit avec ça. Moi, je vis la même chose dans mes dossiers, d'ailleurs. Je suis porte-parole en matière de commerce international, et à chaque fois qu'il est question d'un accord commercial, on n'est pas invité, nous, comme parlementaires, à voter des mandats, à mandater les négociateurs pour mettre de l'avant certains dossiers, pour en retirer d'autres, pour mettre de l'avant certains intérêts, pour en protéger d'autres. On n'est pas du tout consulté là-dessus. C'est au final, à la fin du processus, qu'on nous invite à estampiller. Bien ça, je vais vous dire que cette motion-là de notre collègue, le député de Louis-Saint-Laurent, de l'opposition officielle, elle met un peu le doigt là-dessus aussi en même temps, sur toute cette culture d'un parlementarisme qui finalement n'en porte que le nom. Et puis ça, c'est inacceptable. C'est une question aussi, puis regardez, comme vous le savez, la motion en question, nous étions pour, mais on avait émis certains doutes. Puis le leader adjoint du gouvernement à cette Chambre nous parlait tout à l'heure d'informations qui pourraient toucher la sécurité nationale et qui ne devraient pas se retrouver entre toutes les mains. Donc des informations qui avaient été caviardées, qui ne devraient pas être révélées. Puis ça, on a émis cette crainte-là aussi. On était d'accord. Ça, on le dit, on avait dit à nos collègues de l'opposition officielle, on est d'accord avec votre motion, mais ce bout-là, il nous fait peur un petit peu. Mais ça ne nous a pas empêché de voter pour parce que on se disait quand même, s'il y a de la divulgation d'informations, ça va être voté au comité. Et il y a assez de membres du comité, étant donné qu'aucun parti n'a l'unanimité ou la majorité absolue, il y a assez de partis pour bloquer la fuite d'informations qui serait sensible, qui serait essentielle, bien entendu. Mais donc, autrement dit, je ne vois pas tout à fait le pourquoi et le bien fondé de la peur de notre collègue d'en face, le leader adjoint du gouvernement. C'est aussi une question, puis regardez, il y a quelque chose qu'il faut régler, puis le député de Louis-Saint-Laurent tout à l'heure a mis le doigt là-dessus aussi. Il disait, nous, notre motion, elle ne vise pas à stigmatiser ni la Chine en elle-même, ni la communauté chinoise. Nous, notre approche au Bloc québécois n'est pas tout à fait la même que celle du Parti conservateur par rapport à la Chine. On a toujours plaidé pour une normalisation des relations avec la Chine. On est favorable à des bonnes relations. Les relations se sont quand même empoisonnées avec le temps. Il y a quelques années à peine, les relations étaient excellentes, on le sait. Il y a presque eu un accord de libre-échange entre le Canada et la Chine. On en parlait le plus sérieusement du monde. Nous, on aurait été contre. Ça n'aurait pas été une bonne idée. Sauf que le fait qu'on en parlait et que maintenant c'est mort enterré montre qu'il y a quand même eu un empoisonnement des relations avec la Chine. Mais ça ne nous empêche pas non plus d'être lucides. Mon collègue au Bloc, le député de Lac-Saint-Jean, a soulevé à plusieurs reprises la question des Ouïghours. Donc, notre position, puis on avait voté quand même aussi avec les conservateurs, c'était, je crois, la première semaine après l'élection où on a siégé ici, la création du comité d'observation de la relation sino-canadienne.
Donc, notre position, elle en est une quand même de respect, parce que pendant longtemps, la Chine n'a pas été respectée à sa juste valeur. Pendant longtemps, elle n'était même pas reconnue. Il a fallu que la France du général de Gaulle, avec sa grande lucidité, reconnaisse finalement que la Chine, ce n'est pas que Taïwan. C'était la chose à faire. Sauf qu'il faut quand même être lucide aussi qu'il y a des abus et qu'il y a autour de cette question de véritables enjeux qui méritent d'être observés. Je ne reviendrai pas sur plus largement la question de la chronologie, là, donc de l'expulsion de la docteure, de son mari, de ses étudiants. Ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Je pense que la chronologie a bien été faite. Mais ça soulève quand même des questions concernant les laboratoires. Regardons le Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg, qui est le seul laboratoire canadien de virologie avec un niveau de confinement 4. Le laboratoire, il traite les pathogènes parmi les plus dangereux de la planète. Ce type de laboratoire-là, il doit respecter un protocole qui est très strict, très, très strict, pour empêcher toute fuite de virus, ce qui aurait des conséquences désastreuses. Ce type d'installation, il comprend aussi une multitude de douches chimiques, et les employés doivent revêtir un scaphandre. Donc, on sait qu'il y a tout un protocole de sécurité, là, un scaphandre en caoutchouc, avec pression, avec un approvisionnement en air d'une source externe. Donc, tout est très bien surveillé, tout est très bien contrôlé là-dessus. Puis l'accès au laboratoire, il est étroitement contrôlé, tant pour les entrées que pour les sorties, évidemment. Parce qu'on ne veut pas faire rentrer quelque chose qui ne devrait pas y être, et encore moins faire sortir quelque chose qu'on ne veut pas qu'il soit à l'extérieur. Très, très peu de gens peuvent avoir accès au laboratoire. Puis un laboratoire de niveau 4, ça traite habituellement pas de virus comme la COVID-19. Ça serait plutôt manipulé dans un laboratoire de niveau 3. Un laboratoire de niveau 4, ça traite habituellement de pathogènes pour lesquels il n'existe pas d'anticorps ou traitement. Il y a certaines théories, là, donc, comme on le sait, certaines théories du complot qui nous disent que les docteurs Qiu et Cheng auraient expédié la COVID-19 vers l'Institut de Wuhan. Ça ne tient pas la route de par cette raison. Le laboratoire il traite plutôt de virus comme l'Ebola, comme la fièvre de Lassa, la variole, les hénipavirus et d'autres types de virus de ce genre-là. Le laboratoire il est géré par l'Agence de santé publique du Canada. C'est un type de laboratoire qui doit également être conçu pour éviter que les pathogènes puissent être libérés en cas de tremblement de terre ou d'incendie, par exemple. Maintenant, regardons les laboratoires en Chine. Ça, c'est quand même assez intéressant à regarder. La Chine possède 2 laboratoires de niveau 4. L'Institut de virologie de Wuhan et l'Institut de recherche vétérinaire de Harbin. L'Institut de Wuhan il a été créé en collaboration avec la France. Il a comme particularité de manipuler aussi des virus comme le coronavirus, d'où la fameuse théorie qu'on entendait au début, qui est revenue un petit peu récemment, que le coronavirus, la COVID, serait un virus qui se serait échappé d'un laboratoire. Mais le laboratoire de Wuhan, c'est celui qui a la plus grande collection de coronavirus au monde. Puis on sait qu'il y a eu un certain laxisme en Chine, qu'il y a eu des fuites à plusieurs égards. Le SRAS, vous vous souvenez du SRAS, le syndrome respiratoire aigu? Eh bien, lui, il a fui des laboratoires de niveau 3 de Pékin à plusieurs reprises dans le passé, malgré le fait qu'il y avait des risques très élevés pour la population. Il faut savoir maintenant que, même si, regardez, la plupart des scientifiques s'entendent sur le fait que le virus provient plutôt de l'animal, plutôt que du laboratoire de Wuhan. Bien que cette option-là ne soit pas complètement rejetée. Puis entendons-nous sur le fait que si ça devait être le cas, la crise de la COVID serait véritablement pour la Chine ce que Tchernobyl a été pour l'Union soviétique. C'est de la même ampleur. Mais regardez quand même qu'il y a quand même un aspect et qui a été observé, sur lequel on a mis le doigt en 2017, notamment dans un article de la revue Nature, où plusieurs chercheurs montraient que le régime chinois, de par l'opacité qui règne, empêche d'une certaine façon d'avoir des laboratoires sécuritaires parce que c'est impossible de critiquer les autorités et la hiérarchie supérieure. Puis s'il y a un pépin, il peut y avoir une tentation de camoufler ce qui se passe. Puis il y a des risques importants de fuite de l'Institut de Wuhan. Donc c'est quand même très, très, très surprenant
quand on revient au cas qui nous occupe aujourd'hui, très, très surprenant que le Canada ait autorisé l'expédition d'échantillons de virus. Même si, bien sûr, ça paraît très, très surprenant que la COVID soit venue du Canada pour aller en Chine par le biais de cette expédition, pour la raison que j'expliquais plus tôt. Mais néanmoins, c'est quand même très, très surprenant qu'on ait autorisé ça. Il y en a des préoccupations en matière de sécurité. Il y en a indéniablement. En 2005, il y avait des scientifiques dans les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis qui ont recréé en laboratoire la grippe espagnole pour l'étudier et mieux comprendre son fonctionnement. Ils ont testé le virus sur des animaux qui en sont rapidement décédés. Les forces armées américaines se sont aussi intéressées au virus en étudiant plusieurs fragments d'échantillons pour séquencer les génomes du virus. Il est possible que la Chine fasse de tels tests aussi. Mais le manque de transparence rend impossible de le savoir avec certitude. Et on sait que la Chine s'intéresse particulièrement au virus de l'Ebola et qu'ils investissent massivement dans l'Afrique parce que ça pourrait, ils ont beaucoup d'investissements en Afrique, la Chine, et puis ces investissements-là pourraient être menacés par une résurgence du virus. On sait aussi qu'il y a possiblement une utilisation, là, dans le cadre de cette recherche, une autre crainte c'est l'utilisation qui peut être faite de la propriété intellectuelle d'autres pays. Parce qu'on sait que la Chine acquiert la propriété intellectuelle du Canada. Le président Jinping, le président chinois, avait annoncé en mai 2020 son intention de rendre un éventuel vaccin chinois disponible pour l'ensemble de la planète. La réalité, c'est plutôt que la Chine donne parfois des doses, mais elle en vend également à d'autres pays. On sait aussi qu'ils vendent des licences. Donc là-dessus, ils sont déjà meilleurs que bien des compagnies pharmaceutiques qu'on appelle du monde occidental. Là-dessus, ils sont peut-être mieux. Mais la Chine aussi se sert des vaccins pour faire pression sur l'île de Taïwan, en ayant, par exemple, récemment fait pression sur Pfizer pour empêcher la distribution du vaccin directement sur l'île, pour forcer l'administration de Taïwan de négocier avec Pékin. Mais il est important de savoir que, de façon générale, dans le contexte sanitaire, la Chine est un pays qui est un réel expert en matière de collecte de données, notamment lié à la question médicale. On pourrait parler très, très longuement de la stratégie économique et commerciale de la Chine, bien entendu. Mais retenons ce qu'elle appelle, dans ses communications officielles, l'initiative des nouvelles routes de la soie. Au début, là, il y a quelques années, c'était essentiellement les infrastructures de transport. Mais cette initiative-là, des nouvelles routes de la soie, a connu un virage sanitaire à l'ère de la COVID, puis s'est développé aussi, et c'est étroitement lié, un volet digital. Donc, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr, c'est peut-être emblématique de quelque chose de beaucoup plus grand et sur lequel il faudra se pencher. La Chine investit massivement dans la recherche et développement, dans la diversité des technologies, la 5G, les centres de données, l'intelligence artificielle. Elle a adopté des politiques de collecte de données sanitaires à l'échelle mondiale. Les entreprises technologiques privées sont extrêmement intégrées à la recherche militaire. Les normes chinoises et canadiennes sur la protection des données ne sont pas du tout au même endroit. Puis ça, c'est important de le voir et de le savoir. Prenons par exemple le cas de BGI. Le siège de BGI, là, qui est une entreprise chinoise, BGI Genomics, il est à Shenzhen, qu'on surnomme la Silicon Valley chinoise. BGI a fait des dons d'équipement à près de 20 États, de 20 pays dans le cadre de la crise de la COVID, puis une douzaine d'États américains qui, plutôt craintifs, l'ont refusé. Ils ont dit non. Ils ont rejeté les offres en apparence généreuses. BGI a aussi plusieurs partenariats avec des hôpitaux, des universités, des centres de recherche. Ils sont inscrits à la bourse chinoise et la bourse chinoise est extrêmement encadrée par Pékin. BGI a construit et assume la gestion de la Banque nationale chinoise de gènes, les gènes, sous contrôle gouvernemental. Il s'agit d'une banque de la banque qui détient le plus d'échantillons génétiques et biologiques au monde. BGI utilise parfois les superordinateurs de l'armée chinoise pour traiter les informations génétiques. C'est dire comment, d'une certaine façon, tout est étroitement lié. La collecte de données, les entreprises, le pouvoir militaire et l'État chinois. Bien, vous savez d'ailleurs, le laboratoire de l'hôpital Mont-Sinaï de Toronto, il analyse 15 000 échantillons de tests de dépistage de la COVID par jour.
En 2020, ils ont manqué de moyens pour financer leur équipement. Et puis là, le laboratoire a obtenu des dons de qui? Du groupe BGI, des dons de matériel de la part du groupe BGI. Dans le matériel donné, il y a un robot d'extraction qui accélère l'analyse des tests COVID. L'entreprise a aussi assumé l'installation, la formation et le soutien logistique. Puis Affaires mondiales Canada est restée totalement silencieuse là-dessus. Puis à Montréal, au Québec, BGI possède un local sur l'avenue du Parc. Le site Internet prétend qu'on y fait du séquençage génomique depuis 2019. Pourtant, en entrevue auprès de Radio-Canada, BGI a plutôt nié effectuer des activités de séquençage dans ce bureau, ou même qu'il était fermé et que personne n'y travaillait. Qui dit vrai? Est-ce que c'est BGI ou c'est BGI? Est-ce que c'est leur site ou c'est leur déclaration officielle? Ben, en fait, c'est deux formes de déclaration officielle. Puis il y a, à la connaissance du public, 6 séquenceurs de BGI dans des universités et des centres de recherche canadiens, dont au Québec. Dans le cas du Québec, les 2 appareils de l'université McGill demeurent la propriété de l'entreprise. McGill prétend que les données ne sont pas transmises à l'entreprise, mais refuse de répondre à des questions sur l'emplacement du stockage des données et les personnes autorisées à y accéder. BGI a aussi une entente sur l'entretien des machines. Ça veut dire qu'il y a un technicien de l'entreprise qui a accès à la machine, qui y va et qui peut faire ce qu'il veut au final avec les données qui y sont. Puis le Canada, c'est le seul pays en Amérique du Nord où on trouve des séquenceurs de BGI. Outre les équipements, l'entreprise a aussi un partenariat de collaboration scientifique avec Génome Canada. L'entente est confidentielle, puis ça, c'est normal, bien sûr. Mais il y a quand même 2 grandes questions là-dedans. La collecte de données et aussi un certain accaparement commercial par la Chine du secteur biopharmaceutique en Amérique. On sait que la Chine procède à la collecte de données sur l'ADN qu'elle utilise parfois à des fins répressives. C'est prouvé, c'est documenté. Le laboratoire torontois, dont je parlais tout à l'heure, celui de l'hôpital de Mont-Sinaï, prétend qu'aucune donnée n'est partagée avec BGI. Le Centre national de contre-espionnage et de sécurité à Washington, eux, ils se penchent là-dessus et ils ont peur du contrôle par la Chine du secteur biopharmaceutique en Amérique. Bien sûr, Washington a aussi ses habitudes impérialistes, a aussi sa façon de tenter de mettre sur pied sur les données, sur les algorithmes, etc. C'est un empire qui en dénonce et qui en crée un autre. La question n'est pas là. Mais quand même, on peut se pencher sur le rapport qui a été fait, un rapport récent de 750 pages qui vient d'être remis au Congrès américain ou au président Joe Biden, et où la Commission de sécurité nationale sur l'intelligence artificielle met aussi en garde le pays contre ces pratiques. Est-ce que le Canada s'est aussi penché sur ces questions-là? On peut croire que non. Et malheureusement, le ton que nous entendons aujourd'hui du côté du gouvernement nous laisse, par rapport à une motion concernant des événements passés, nous laisse entendre qu'on n'est pas plus prêt à faire face au présent et au futur. Merci, Madame la Présidente.